La mort de Claude François, le sujet vous passionne, vous regardez depuis quelque temps cette série d'émissions et je suis de retour sur YouTube pour vous en parler en détail. Je remercie la charmante équipe YouTube des États-Unis et de France de nous avoir très bien reçus sur son site. Nous avons la chance d'être popularisés même, mais c'est vraiment une grande joie que cela arrive. Je dédicace cette émission à plusieurs personnes, la capitaine des Claudettes, qui a été la dernière capitaine de Claude François. On doit comprendre que cette capitaine des Claudettes était une danseuse professionnelle, que vous puissiez comprendre un petit peu le décor de l'histoire. Une fille qui a commencé dans les boîtes de nuit, les cabarets, qui était à l'époque, on va dire, sous la régence d'un homme, qui la surveillait de près. Et c'est grâce à cet homme que Claude François a obtenu une série de clichés en noir et blanc. Et c'est vrai qu'il pensait que Dany était plutôt blonde. Et on sait que Dany Borg est actuellement rousse. Mais il n'est pas si vrai qu'elle a toujours été rousse. On a connu aussi de très beaux cheveux châtains, frisés, à moins vraiment que les télévisions couleurs de cette époque déformaient complètement la réalité. Pourquoi pas? En tous les cas, Dany Borg est une belle personne qui arrive à 70 ans quand même mignonne, on doit le dire, et qui a déjà une vie bien remplie, mais elle a souffert, c'est important de le dire, d'une mort de Claude François inexplicable pour elle, et d'ailleurs elle se confiera que c'est un été qu'elle s'est rendue compte que Claude François était mort, quand quelqu'un lui a dit, excusez-moi l'expression, que fais-tu cet été? Eh bien, elle s'est rendue compte que elle partait pas en tournée avec Claude François, qu'elle restait donc toute seule. Et elle a vraiment découvert, la capitaine des Claudettes, qui est une danseuse, je le répète, que là, Claude était sans doute mort. Mais pendant quelques mois, elle a eu évidemment suffisamment de doutes pour même pas y penser. Elle s'était comme repliée sur elle-même, comme occultant, oubliant cette mort. Et ça, c'est très important de le dire. Et puis finalement, il s'est passé quelque chose, un déclic. Une personne lui a parlé et elle s'est dit oui, Claude François est mort. Et c'est un petit peu la même chose pour les personnes qui étaient dans l'appartement. Je pense à Prisca, de son vrai prénom Nadine. Alors un grand bonjour Nadine. Je préfère t'appeler Nadine que Prisca parce que Prisca était en fait, si je me trompe pas, mais je peux me tromper bien sûr, provenait d'une bande dessinée, si je ne me trompe pas, et je crois que Claude François, si je ne me trompe pas, était quand même à l'origine de cette idée de Prisca d'une bande dessinée. Mais il est possible que c'est toi qui aies présenté la chose. Donc, Nadine est quand même un joli prénom, plus joli que Prisca. Alors, bonjour Nadine, garde l'espoir, garde le moral, parce que dans la mort de Claude François, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est s'il est vraiment mort. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas et dont on n'a même pas de certitude, même pas du pompier, qui avait un électrocardiogramme qui ne marche pas. C'est tout de même énorme qu'un secouriste de Paris arrive avec un électrocardiogramme qui avait déclaré plusieurs personnes mortes et qui était parfaitement en vie. On ne va pas jouer là-dessus, mais tout de même, établir un certificat de décès sur un système entièrement manuel, d'une écoute d'oreille ou d'un pouls qu'on pourrait prendre, est un peu quand même léger dans la mort de Claude François. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Cette vidéo est dédicacée à mon coco. Mon coco, c'est le très beau et charismatique Claude François Junior, qui aime énormément son père et qui n'a jamais vraiment compris tout ce mécanisme de mort. Vous savez que quand le film Clo-Clo est sorti au cinéma, la sœur de Claude François a refusé de voir ce film. Et je m'adresse à la sœur de Claude. Eh bien, je comprends que tu n'aies pas voulu voir ce film, je comprends. Surtout si Claude n'est pas vraiment mort. Comme on nous l'a dit, alors on peut comprendre que le film est dérangeant, même sur sa partie finale. S'il s'est passé autre chose, il est sûr que c'est pas évident d'entrer dans une salle de cinéma quand on sait la vraie histoire de Claude François et que finalement on regarde la fin du film et on se dit ben ça vous dérange pas mais moi je sors avant la fin de la séance parce que moi j'étais là
et j'ai vu une autre mort. Et c'est ça qui est intéressant dans la mort de Claude François, c'est que certaines personnes étaient là et ont vu une autre mort de Claude François. C'est ce qui se passe dans cet appartement de Paris au 46 boulevard Exelmans. On va parler de cet appartement, on va le voir un peu, on va voir cette terrasse, on va essayer d'entrer dans l'univers de Claude François et qu'on arrête de nous parler du 46 boulevard Exelmans que personne n'a visité. Je pense par exemple aux Américains qui comprennent pas beaucoup de choses sur la mort de Claude parce qu'ils ne connaissent pas le 46 boulevard Exelmans, ils ne connaissent pas l'appartement de Claude François, ils savent très peu d'informations, hormis celles qui sont divulguées sur les sites, qui sont quand même en partie de bonne qualité. Dans l'information, il y a deux types d'informations. Il y a l'information que je fais moi avec des faits et des preuves à l'appui, mais il existe une autre information qui est souvent de qualité, mais qu'on sous-estime, qu'on rend médiocre par manque d'intelligence. C'est l'information parfois de certaines personnes sur des sites qui n'ont pas de preuves, c'est-à-dire qui nous expliquent des choses sans preuve, et pourtant, je pourrais vous dire, puisque je connais la vraie mort de Claude François, que le papillon Icare s'approche souvent de la vérité, même pour des personnes sur des sites sociaux qui n'ont pas la vérité, ils en sont quand même très proches. Et ça, je peux vous le dire, c'est parfois impressionnant de lire ce que certaines personnes disent, et moi je sais que ce qu'ils disent est en partie la vérité, mais en partie seulement. La mort de Claude François a choqué beaucoup de gens, même la belle et charismatique France Gall. France Gall, on en parlera un jour dans une émission, qui a déclaré, un peu maladroitement je pense, et peut-être sans réfléchir, que Claude rendait personne heureux autour de lui. Il a quand même rendu beaucoup de gens heureux, déjà tous ces animaux de compagnie, parce que Claude affectionnait les animaux, et que ce soit ses chiens, que ce soit son singe, son perroquet, bon, il a toujours rendu beaucoup d'affection à ces animaux. Et puis France Gall, c'est vrai, on doit le dire, nous a expliqué à un moment donné qu'elle avait coupé les ponts avec Claude François en 1972, que dans une émission en 1974, ils vont se réunir avec Mariti et Gilbert Carpentier, j'écorche leur nom, et quand ils se réunissent dans cette émission, elle dit « on était fâchés depuis des années ». C'est pas si vrai non plus tout ce qu'elle nous raconte. Un jour, je publierai, puisque j'ai la photo de France Gall, d'un dîner qu'elle a accepté en 1972 avec Claude François, où il a fait venir pour elle des violonistes professionnels, et ils ont fait un très beau dîner, et elle était très souriante et très, très heureuse. Elle a même fait une photo avec Claude, que je vous montrerai dans un spécial France Gall. Parce que je ne laisserai pas dire France Gall des mensonges, c'est-à-dire si elle n'a pas forcément menti, elle a un peu déguisé sa vérité par rapport à son univers. France Gall avait un univers bien à elle et une vérité incorporée dans son univers, qui n'a rien à voir avec la réalité non plus. Quand elle disait qu'elle ne connaissait pas Claude, j'ai une photo que je vous montrerai, qui n'a jamais été montrée et qui est intéressante, où Claude est avec elle, le bras autour du cou, elle sourit. Nous sommes en 1972, il l'a invitée au restaurant avec des tas de violonistes, et elle est très heureuse d'être avec lui. Elle est aussi très heureuse quand elle demande à Claude François en 1976 d'avoir la gentillesse d'engager Carole Plumel, qui est une amie d'enfance, et Claude accepte parce que c'est France Gall. Tout ça, il semble que la chanteuse l'ait un peu oublié. D'ailleurs, elle a oublié beaucoup de choses, même le fait que Michel Berger était avec une autre femme et qui s'intéressait même plus à elle. Voilà, ça aussi, elle a oublié. Et elle a oublié de nous dire comment elle a rencontré son dernier compagnon. Un musicien qui est avant tout un musicien, que je ne critique pas, mais je l'ai connu, je l'ai même rencontré. J'ai même eu une altercation avec cet homme. J'ai dit en face ma vérité, qu'il l'entende. Et il l'a bien entendu, croyez-moi. Mais quand on voit que déjà elle connaissait plus ou moins, je veux dire, cet homme, alors qu'elle vivait avec Michel Berger, on peut peut-être comprendre aussi que Michel Berger a senti de son côté qu'il était temps de partir. Une histoire bien compliquée, la vraie histoire de France Gall, et ça sera très dur de la raconter tellement qu'elle est maquillée à travers l'histoire et tellement qu'elle a été changée aussi par son entourage, qui déguise au fur et à mesure et voile le plus possible
la vérité. Mais malgré tout, France Gall reste, et je le dis, une très belle et bonne personne, et on ne doit jamais oublier tout ce qu'elle a fait pour les puits d'eau en Afrique avec Daniel Balavoine, où il a trouvé quand même la mort là-bas pour apporter ce qu'on appelle des pompes à eau, et il est mort bêtement. J'ai toujours pensé, et je le pense encore à nouveau, je n'ai pas de preuve là-dessus, mais que Daniel Balavoine a été abattu par un gang adverse qui n'était pas tellement heureux de le voir distribuer des pompes à eau. Voilà, tout simplement, c'est des règlements de compte. Vous savez, les pays d'Afrique, le véritable problème, c'est des guerres de gangs, car il y a beaucoup de radicalisme en Afrique. Et donc, vous aidez une tribu, vous aidez un clan, mais ces tribus sont en guerre avec les autres tribus. Et si les autres tribus découvrent que vous aidez cette tribu, vous prenez un missile sur votre avion, ça va très vite. Mais Daniel Balavoine, que j'affectionne, pour ses très belles chansons, est un être vraiment qu'on aime tous parce qu'il est charismatique, il est beau aussi, il a de la présence, et on a de la peine qu'il soit mort comme ça, il n'ait même pas vu ses 50 ans, c'est terrible. Nous sommes là pour parler de la mort de Claude François, on va parler de la cuisine aujourd'hui, puis on va aborder certains aspects de sa vie privée qui ont été cachés à l'époque. La cuisine, c'est presque un problème dans la mort de Claude. On pourrait se dire, il est mort. Il est mort dans la cuisine ou il est mort dans sa salle de bain. Il est mort où, Claude? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que tout tourne autour de cette cuisine. C'est même choquant. Quand, un mois avant sa mort, il demande à son personnel, la plupart du personnel de Claude n'était pas payé, c'était des gens qui étaient bénévoles, qui étaient surtout des fans, des admirateurs. Et donc quand il dit qu'il a tout un personnel, des tas de personnes qui travaillent pour lui, ce sont uniquement des fans au courrier, hormis quelques personnes qui travaillaient vraiment pour lui, comme Geneviève Leroy, qui elle travaillait vraiment pour lui, les autres on ne peut pas dire qu'ils travaillaient pour Claude. C'était surtout des fans. Sylvie Mathurin était une fan de Claude qui n'était pas rémunérée. Quand il avait un billet de 50 francs, il lui donnait, c'était rare. Je veux dire, non, il était quand même pas radin. Mais je veux dire par là qu'il y a des personnes qui ont travaillé avec Claude, mais qui étaient surtout son entourage. Peut-on dire que une sœur travaille pour lui? Longtemps. La sœur de Claude François expliquera travailler pour son frère. Je crois qu'il y a du vrai, mais alors travailler, on va dire, d'une façon un peu occulte, dans son image, pour sa carrière, mais pas travailler au sens de travailler réellement, parce que le vrai travail mérite quand même une fiche de paye et un salaire. La cuisine, c'est là que démarre toute l'histoire sur sa mort. Un mois avant sa mort, Claude François rédige une note de service très emblématique. Parce que la véritable note de service, la toute première, et j'ai eu la chance de la voir, je l'ai même lue entièrement, et elle est entre les mains de Fabien Lecoeuvre. Dans cette première note de service, qui a d'ailleurs jamais été publiée, on sera un peu étonné quand même que cette note, qui est quand même très intéressante, n'a jamais été publiée, parce qu'elle remettrait évidemment en cause la mort de Claude François, si elle était publiée. Forcément, des journalistes diraient « Bon, on vient de lire quelque chose d'intéressant, Claude François ne parle pas d'une applique de salle de bain. » Et c'est bien là le vrai problème dans la mort de Claude, c'est qu'il n'y a nulle part en réalité une histoire d'applique dans une salle de bain. Nulle part. C'est des années plus tard qu'une note écrite à la main, chose que ne faisait pas Claude François, puisque quand il rédigeait une note de service, il ne l'écrivait pas avec sa main. Donc on sait déjà à ça que cette note de service des années après qui est apparue est une fausse note de service, et d'ailleurs ce n'est pas son écriture. J'ai vu cette fausse note de service et comme je connais très bien l'écriture de Claude, j'ai immédiatement identifié donc un faussaire en écriture. Plusieurs années après la mort de Claude François, les entreprises Podium, Flèche, tout ce que vous voulez, vont publier à un moment donné, c'était pas vraiment publié, mais c'était encadré dans une publication qui n'a pas vraiment eu une publication de livre, c'est ça que je veux dire. On nous parle d'une note de service
qui est apparu dans quelques extraits d'émissions de l'époque. On voit un mot qu'aurait écrit Claude avec sa main. 1, c'est pas son écriture. 2, Claude n'écrit jamais une note de service de sa main. C'est une note qui est faite avec son magnétophone. D'ailleurs, on doit préciser que le jour de sa mort, Claude François n'avait plus de magnétophone. Il avait demandé en Suisse qu'on lui achète un nouveau magnétophone, tout neuf. Ça n'a jamais été révélé. Ce que je vous dis, c'est du secret absolu, mais Sylvie Mathurin doit le savoir. Tu sais que Claude voulait acheter en Suisse un nouveau magnétophone, qu'il avait un petit souci. Alors, as-tu acheté ce nouveau magnétophone? Ce petit magnétophone aidait Claude François à rédiger ses notes de service. Et c'est vrai qu'un mois avant sa mort, il se plaint, Claude. Il parle alors pour la première fois d'une cuisine. C'est bien emblématique l'histoire de cette cuisine, quand il nous explique qu'il a 2 problèmes seulement. C'est 3 fois rien. C'est juste un grille-pain qui fonctionne mal, mais qui fonctionne vraiment très mal, au point où ses petits déjeuners sont annulés tout de même. Et son four, le four principal, puisque vous savez que ce soit Brandt ou Philips, les très grandes marques, vendaient dans les supermarchés leurs fours. Alors on les trouvait dans les électroménagers à l'époque. Et donc on trouvait l'électroménager Brandt, Philips, toutes les grandes marques qui fonctionnaient à l'époque. Et Claude se plaint que son four fonctionne mal, un problème électrique à la cuisine. Et de ce problème électrique à la cuisine, toute l'histoire de l'électricité va être transférée dans une salle de bain assez mystérieusement, puisque cette histoire, non seulement elle passe de la cuisine à la salle de bain, mais qui vont aller jusqu'à contrefaire l'écriture de Claude François et fabriquer un faux en écriture. Imaginez que dans la mort de Claude François, quelqu'un a été dans ces entreprises fabriquer un faux en écriture. Imaginez quand même le scénario. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est bien réel, même si vous en doutez. Pourquoi la salle de bain est un vrai problème dans la mort de Claude François? Parce que, au départ, Claude ne parle pas du tout d'une salle de bain, ni même d'une applique. Non, il n'a jamais parlé qu'il avait une vraie difficulté quelque part dans sa chambre ou ailleurs. On sait que les 2 endroits en électricité qui sont les mieux protégés, où Claude révise régulièrement ses installations, c'est justement sa chambre et sa salle de bain qui sont révisées régulièrement, parce que Claude a son tourne-disque dans sa chambre, il avait un tourne-disque dans sa chambre. Sa chambre n'est pas très grande. Il y a eu une légende que Claude François avait une grande chambre chez lui, et quand Michel Drucker a visité l'appartement de Claude, il lui a fait alors la remarque qu'il ne pensait pas que sa chambre était si petite. Alors ici, c'est beaucoup plus grand que la chambre de Claude François. Il a une petite chambre, il y a une raison à cela qui a été cachée à l'époque. La raison principale, si sa chambre est plus petite que votre imagination pourrait même le penser, il a une petite chambre, elle n'est pas très grande. Le coin de mettre un lit, 2-3 petites choses en fait. Une table de chevet, son petit magnétophone, sa guitare. Il a toujours sa guitare dans sa chambre. Il a très peu de choses. On est obligé, comme sa chambre est petite, de mettre ce jour-là son costume, le costume bleu, qui est mis sur son lit, parce qu'il ne dispose pas d'une très grande chambre. Alors on pose ce jour-là son costume qu'il portera dans son cercueil sur son lit de mort. La chambre de Claude François est petite, ça n'a jamais été dit. Et la raison principale, c'est qu'à l'époque, il y avait une salle de bain. Dans cette salle de bain, mystérieusement, la propriétaire, puisqu'il y avait un homme et une femme, et c'est son mari qui a vendu, elle, la propriétaire, est morte dans cette salle de bain. Malheureusement, elle a eu une mort tragique, elle s'est tranchée les veines, elle a mis fin à ses jours, et je vous le dis, je ne vous invite pas à vous suicider, jamais. Gardez votre vie et votre jeunesse, vous avez tout le temps de mourir. La vie est parfois beaucoup plus longue qu'on le pense, et des fois elle est tellement longue qu'elle devient insupportable, parce que l'heure ne vient pas pour beaucoup de gens. Combien de personnes âgées arrivent à 80, 90 ans, ils en ont assez de vivre. J'avais écouté justement Denise Gray qui disait qu'elle ne voulait pas atteindre ses 100 ans, que ça serait trop pour elle. Il y a des gens qui, arrivés à 90, 95 ans, sont un peu
fatigué de vivre. Et cette femme qui était propriétaire de l'appartement de Claude-François, malheureusement, et on doit le dire, met fin à ses jours dans cette salle de bain. Elle fait un acte horrible, elle se tranche les veines, il y avait du sang partout, c'était horrible à voir. La police était intervenue, le propriétaire pouvait, c'est-à-dire son mari ne pouvait plus vivre dans l'appartement, c'est un peu normal. Imaginez votre femme meurt dans une salle de bain, il est difficile après d'aller prendre un bain, ou même une douche. Vous allez penser à votre femme tous les jours. Claude était passé par là avec sa sœur et sa mère et propose d'acheter l'appartement malgré le drame, qui était un drame pour lui, qui pouvait le laisser un peu hésitant parce que Claude a un peu peur de la mort, il est aussi superstitieux, et au départ, il était malgré tout un peu hésitant pour reprendre cet appartement à cause de la mort, que Claude n'aime pas. Il n'aime pas être en contact avec la mort. Et puis, le propriétaire, un homme, lui fait un très bon prix. Il lui casse tous les prix parisiens et Claude obtient cet appartement, mais beaucoup moins cher que tout l'immobilier de Paris, au prix le plus bas qui existe. Claude accepte et achète cet appartement. Bien sûr, quelques années plus tard, 16 ans plus tard, il meurt dans cette salle de bain lui aussi. Aujourd'hui, l'appartement a énormément changé. Il n'est plus exactement comme il était au 11 mars 1978. Tout d'abord, les nouveaux propriétaires ont fait quelques changements. Ils ont changé la salle de bain et la chambre. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de superstition. La superstition continue sur cet appartement. Et quand une dame s'est installée, elle a demandé à son mari de changer l'appartement et de déplacer la salle de bain à la place de la chambre et la chambre à la place de la salle de bain. Ainsi, de nos jours, l'appartement de Claude-François est complètement changé. Quand vous entrez dans sa salle de bain, vous entrez dans sa chambre. Et quand vous entrez dans sa chambre, vous entrez en réalité dans l'endroit où il serait, entre guillemets, mort. Une information qui était intéressante à connaître. Mais il y aura dans cette émission d'autres informations intéressantes à connaître. Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que malgré tout vous aimez Claude-François, et puis vous avez un doute. Vous vous dites, non, Claude n'est pas mort comme on nous l'a dit, il y a un truc derrière cette histoire. Et on a envie de voir cette série d'émissions qui va vraiment aborder en profondeur sa mort comme jamais personne ne l'a fait. Mais Clo-Clo Junior va en être très reconnaissant parce que, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce thème d'émission et d'aller en profondeur dans le sujet? Parce que j'ai pensé à mon coco. Je vois bien sa tête, je vois bien comment il vieillit. Il vieillit bien, mais mal en même temps. Il vieillit avec les souffrances d'un enfant et il ne se débarrasse pas de ses souffrances intérieures il ne peut pas s'en débarrasser. C'est ancré profondément dans sa jeunesse. Il découvre une actualité terrifiante le 11 mars. Son père est mort, c'est un petit peu caché d'ailleurs par sa mère qui ne lui a pas dit immédiatement, contrairement à ce que tout le monde a dit. On nous dit qu'elle a immédiatement expliqué tout à ses enfants, c'est pas si clair. C'est pas si clair aussi puisque elle nous a donné une autre version. Mais c'est pas grave, oublions les multiples versions et essayons de nous concentrer sur la mort de Claude. Claude est donc propriétaire d'un appartement qui est l'appartement du 46 boulevard Excelmans. Nous commençons cette émission et je vous montre tout d'abord l'appartement. On va commencer par une première photographie, le 46 boulevard Excelmans, la porte d'entrée. Regardons cette photo. Nous sommes devant le 46 boulevard Excelmans, quelques années après la mort de Claude. Nous voyons qu'il y a un interphone en bas de l'immeuble. Nous voyons un chiffre 46 qui est quand même assez haut porté. Vous avez pu remarquer qu'il est à hauteur humaine. Nous voyons d'ailleurs, regardez, un pipi de chien. Un chien a fait pipi devant la porte. On peut voir un pipi de chien. Sachant que quand même, c'est un peu d'humour, ça fait du bien dans cette émission. Sachant que c'est interdit à Paris et que si un policier vous surprend, vous pouvez avoir des ennuis. Mais un petit chien a fait pipi devant la porte. Peut-être d'ailleurs habite-t-il l'immeuble. Et les animaux, parfois, quand ils sortent des immeubles, ils n'arrivent pas à se retenir, alors ils pissent tout de suite devant l'entrée où ils habitent. Voilà, un peu d'humour fait du bien, mais il y a un pipi de chien devant l'entrée.
Donc c'est le 46 boulevard Exelmans, et c'est important de montrer cette première photo. Oui, c'est important parce que beaucoup de personnes n'ont même jamais vu la porte d'entrée de Côte-François. On remarque que sur les photos des Claudettes, justement du 11 mars 1978, on ne voit pas cette porte d'entrée. Et même sur des documents historiques, on ne la voit pas. Même sur les documents journalistiques, on ne la voit pas, sauf un seul document. C'est à croire que personne ne devait voir cette porte d'entrée. Heureusement, en 2026, tout de même, après tant d'années, on vous montre la porte d'entrée. C'est quand même un minimum dans cette émission que on puisse se rendre compte où habite Côte-François. On va voir une deuxième photographie. Là, nous voyons donc une photo qui est plongeante de bas en haut, c'est-à-dire que le photographe s'est agenouillé. Et l'idée est bonne comme photographie, de faire une photo qui partirait d'en bas de l'immeuble, c'est-à-dire que là vous devez vraiment être accroupi, et qui va photographier tous les étages, et on peut voir le nombre d'étages qu'il y a, et c'est passionnant, vous pourrez même les compter si ça vous intéresse. C'est très intéressant. Le problème dans la vie de Côte-François, on va en parler, on va revenir un tout petit peu sur le passé, c'est que Claude est une personne qui a été légèrement censurée à travers les divers presses. Tout d'abord, une partie de son passé a été cachée par la presse française qui était, après la Seconde Guerre mondiale, un tout petit peu raciste quand même des Noirs. Et ils ont caché que Claude adorait les Noirs, il adorait les femmes noires, il les aimait beaucoup, il était le contraire d'un raciste, c'était un homme de multiculture, de multiples amours culturels. On dit qu'en Égypte, et je m'adresse à mon coco, on dit en Égypte que ton papa aimait la blonde aux yeux bleus, qu'il était amoureux d'une blonde aux yeux bleus. Je crois que tout cet aspect-là doit être un peu oublié, parce que dans cette émission, certaines personnes risquent un petit peu d'être étonnées de ce que vous allez voir. Je vais publier ici dans cette émission une photo inédite de Côte-François en Égypte. Je peux vous dire que pratiquement personne n'a jamais vu cette photo, hormis quelques groupes de fans très importants, puisque Claude a quelques fan clubs, un qui était en Suisse à l'époque et en France. On sait que Myriam avait monté un fan club. Myriam était une jeune femme amoureuse de Côte-François, qui avait d'ailleurs fait une très belle vidéo, qui était une vidéo Super 8 à l'époque. Ce n'était pas des cassettes comme aujourd'hui, ou même on est en DVD maintenant et en Blu-ray. Mais à cette époque-là, elle disait aimer Claude et n'aimer que lui, c'était déjà très beau. Et Sylvie Mathurin dira la même chose, aimer Claude et n'aimer que lui, c'était un peu l'univers de Côte-François. Il aimait s'entourer, c'est vrai, et Sylvie l'a dit, de gens qui l'affectionnent, surtout des gens qui sont vraiment sincères avec lui. Il avait peur du manque de sincérité des autres, parce que les gens sont parfois pas très sincères. Et c'est ça le problème dans la vie, c'est ce qu'on rencontre. Pas évident, on est dans un monde de prédateurs. Si vous avez peur d'un serpent, ayez beaucoup plus peur de l'être humain, qui a fait sur Terre beaucoup plus de dégâts qu'un serpent. Quand on voit les holocaustes, les génocides des juifs et tout ça, quand on voit tout ce qui est arrivé, les déportations des juifs et tout, craignez l'être humain. Craignez l'être humain quand il essaye d'asservir les autres et de leur faire du mal. Et on doit penser à tous les juifs qui ont été déportés et ne pas oublier leur mémoire. Claude disait souvent à Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie Forêt, qu'il était juif, il disait souvent ça, et elle lui disait « Fais attention Claude, évite de dire que tu es juif parce que tu n'es pas juif. » Mais en tous les cas, par la religion, il l'était complètement, puisque Claude était à cette époque-là, on doit le dire, un bon chrétien baptisé au nom de Jésus, et Jésus est juif. Nous allons voir un petit peu une photographie du passé de Côte-François. Cette photographie, je la commente devant vous, et puis je vais la commenter quand elle sera sous vos yeux. Oui, au début des années 60, quand Claude réussit dans le show business, il y a certains aspects qui sont cachés. On parle que Claude est amoureux d'une blonde aux yeux bleus, que Claude passe son temps au lit avec des blondes aux yeux bleus. On raconte un peu n'importe quoi sur sa jeunesse égyptienne, le tombeur en Égypte, l'homme qui aime les blondes aux yeux bleus. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça en Égypte.
Claude François n'est pas le garçon qui aime les blondes aux yeux bleus. Claude François est surtout l'homme qui en Égypte passe son temps dans le lit des femmes avec des filles de peau complètement noire. Complètement noire. Ce qui expliquera qu'il a engagé beaucoup de Claudettes noires. Claude a eu un premier amour qui a été caché, qui était une blague, une fille noire. Ils n'ont pas voulu en parler parce qu'à l'époque les journalistes étaient très racistes, mais ils savaient cette histoire et tout le monde journalistique est parti vers une fantaisie. Claude François aime la blonde aux yeux bleus et il a dû se plier à un système journalistique lui-même et accepter finalement cette providence qu'il aimait que les blondes aux yeux bleus. Voici une photographie très rare et je vais vous la commenter. Nous sommes en Égypte, c'était l'époque où nous voyons d'ailleurs sa sœur, Josette, de son vrai prénom Marie-Josée. Marie-Josée, donc, qui se trouve au milieu de la photo avec une jolie robe décolletée blanche, la mère de Claude François complètement à gauche, et le premier amour de Josette. Donc moi je dis Josette pour les fans, mais c'est Marie-Josée. À l'époque d'ailleurs, et je vais couper la photo puis on reparlera après de cette photo, à l'époque, Josette expliquait au tout début des années 60 qu'elle était dans le bateau avec sa mère, expliquait une histoire un peu farfelue, je dois vous le dire, puisque je vais vous expliquer la vraie histoire. Elle expliquait qu'elle avait été expulsée d'Égypte avec sa mère, son frère, et puis son père aimait François. Alors oubliez tout ce que Josette vous a dit dans les années 60, malheureusement, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai parce qu'en réalité, Josette n'a pas été expulsée d'Égypte comme elle l'a fait croire. Elle n'était même pas dans le bateau avec Claude François. Non, parce que Josette était partie en voyage de noces avec son premier amour, et c'est dans ce voyage de noces qu'elle va apprendre la tragique nouvelle. Claude François a embarqué en urgence avec sa mère à cause d'une guerre civile qui éclate en Égypte, sous le soulèvement du colonel Nasser. Cette guerre terrible qui va brûler les archives, et on ne pourra même plus identifier l'âge de Claude François. Certains diront qu'il avait 10 ans de plus, qu'il était né en 1929. Lui dira qu'il était né en 1939. Sa mère fera une confidence à l'époque qui a causé beaucoup de problèmes à Claude. Il a dû faire un démenti. Elle a affirmé que Claude était plus vieux que son âge et il a dû donc faire un démenti de sa propre mère. Ça a été caché aussi. C'était un démenti, selon Claude, logique. Sa mère répondait oui à tout le monde, disait oui à tout le monde et parfois elle ne comprenait pas les questions qu'on lui posait. Voilà la version de Claude François sur son âge. Ma mère ne comprenait pas la question qu'on lui a posée. Voilà pourquoi elle m'a dit plus vieux que mon âge. Voilà comment tout ça a éclaté. Puis une enquête à l'époque avait été faite et un musicien a expliqué que Claude était effectivement plus vieux que l'âge qu'il avait donné. Et de là, tout a explosé. Peut-être d'ailleurs d'une maladresse de sa mère, qui a effectivement, auprès d'un journaliste, s'est trompée elle-même. Pourquoi pas? Peut-être que la version de Claude est vraie. Pourquoi pas? Mais si l'âge de Claude François n'est pas très clair et restera, c'est vrai, une énigme toute sa vie, même le jour de sa mort, où un journaliste annonce le jour de sa mort dans le journal de mort, nous savions que Claude François avait un peu plus de 40 ans. Mais officiellement, selon Fabien Lecoeuvre, il n'avait que 39 ans. Pas évident d'en être sûr quand les archives avaient brûlé et que sa date de naissance est enregistrée au 1er février, la date d'enregistrement des archives brûlées. Pour que les gens comprennent, quand les archives ont été brûlées, les Arabes, c'est-à-dire les Arabes égyptiens, ont alors mis ce qu'on appelle un agenda de date. Cet agenda de date était justement au 1er février. Ainsi, toute personne dont son archive était brûlée, sa date de naissance était forcément le 1er février, même s'il avait déjà 10 ou 12 ans d'âge. C'est le problème chez les Arabes, on ne connaît l'âge de personne. Car les Arabes ne font pas des déclarations légales comme nous, elles sont faites parfois par d'autres personnes que la famille. Ainsi, n'importe qui peut, chez les Arabes, vous déclarer à cette époque-là, être né tel jour, telle heure, telle date, et en fait, rien n'est vrai.
On abordera un jour une émission spéciale sur l'âge de Claude François. Avait-il vraiment 39 ans? Ou y a-t-il eu des choses cachées? Ou avait-il simplement une petite différence d'âge de 1 an ou de 2 ans? On en parlera, ça sera passionnant. Mais là n'est pas le sujet de l'émission. On doit revenir sur la cuisine. Je vais revenir sur la photo donc d'Égypte. Cette photo que vous découvrez est une photo qui a été en 1960, c'est-à-dire au milieu des années 60, complètement remontée par un groupe de journalistes. Ce groupe va remonter la photo, supprimer une personne sur la photo. Regardez bien, vous comptez combien de personnes sur la photo? Eh bien, si vous savez compter avec vos doigts, ou même de mémoire, moi je compte 5 personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Y a-t-il 5 personnes sur cette photo? Moi, j'en vois 5. Et je vous rassure, il n'y a pas de petit chat qui se promène quelque part. 5 personnes sur la photo. Au milieu des années 60, cette photo sera publiée à l'époque. Et sur cette photo, une personne est complètement supprimée de la photo à cette époque-là parce que la France est encore profondément raciste. Une femme noire est supprimée de la photo. Regardez bien sur votre droite Claude François, on le reconnaît quand même bien, âgé de 16 ans et demi, 17 ans. Par rapport à la date du 1er février 1939, sinon il serait un peu plus vieux, peut-être 22 ou 23 ans. On va dire 16 ans et demi, 17 ans. Mais regardez bien à côté. Il a la main, sa main passe sous le bras d'une fille. Cette fille est noire, et puis elle le tient donc par l'épaule. Vous voyez, elle passe sa main derrière l'épaule de Claude François. On peut voir à peu près la même chose entre sa sœur et son premier amour. Regardez bien Marie-Josée avec son premier amour, où en voyage de noces, elle a appris que Claude était éjecté d'Égypte. Voilà, donc elle n'était pas sur le bateau avec lui comme il nous l'a expliqué. Et nous voyons donc cette femme noire. Alors cette femme noire, tout d'abord, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Tara. Elle s'appelle Tara, c'est important de donner son nom sur le site YouTube, et puis de prouver avec des preuves tout ce que je dis. Mais c'est aberrant que cette photo a été censurée dans l'histoire. Aberrant qu'on ait voulu faire de Claude François un homme qui avait comme grand amour une petite blonde aux yeux bleus, quand en réalité, sur la fin de sa vie, il prenait encore des Claudettes bien noires. C'était un homme qui n'était pas raciste, Claude, qui aimait les noirs, mais beaucoup, et il passait son temps dans le lit de certaines noires, nous le savons. Pas forcément d'ailleurs pour coucher avec. Parfois c'était vraiment que de l'amitié pour écouter des disques, pour se marrer, pour parler. Un lit est parfois plus confortable qu'une chaise où au bout d'une heure vous avez mal au dos. Oui, Claude, c'est pas l'homme qui aime les petites blondes aux yeux bleus. Alors que dira la sœur de Claude François à cette époque, puisqu'à cette époque elle dira quand même quelque chose, mais qui n'a pas été publié, que Tara, ça sera sa version, était une égyptienne, donc pas une africaine, une égyptienne. On a vu quand même qu'elle est quand même bien noire, elle est plutôt africaine. C'est vrai que les vrais égyptiens sont africains, et que Tara, elle essaiera de minimiser l'histoire en expliquant qu'elle était plutôt une domestique de Claude François. Mais une domestique quand même chaude, qui le tient par la taille, et lui en fait de même. La relation que les gens comprennent en Égypte avec les domestiques, on ne tient pas ces domestiques par la taille. Encore moins une femme, qui pourrait être mariée ou autre. Donc Tara, c'est une femme noire qui a été cachée de l'histoire, cachée des journalistes français, qui sont à cette époque-là assez racistes, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, on voit tout ce qu'ils avaient fait aux Juifs, et tout ce qu'ils auraient pu faire aussi aux Noirs, puisque les Noirs sont de race sémite, on doit le dire. Et il y avait beaucoup d'antisémites encore. Et parce qu'il y avait beaucoup d'antisémites, on a voulu à Claude François attribuer un personnage romanesque qui n'a jamais existé, du petit tombeur de la blonde aux yeux bleus. Claude François était surtout, on doit le dire, le petit tombeur de la fille aux cheveux crépus et bien noirs, car c'est ça sa vraie histoire qui a été cachée. Et même à Monaco, quand Claude se marie avec Jeannette Woolcott, on ne parle pas alors de cette histoire avec les Noirs. À Monaco, et il fréquentait des filles noires, et ça a été également caché. Mais il y en avait beaucoup moins à Monaco. Mais il y avait quand même des filles qui venaient des États-Unis, des filles noires très belles, qui étaient des danseuses, et qui faisaient parfois un show pour les Américains.
Donc il aimait bien passer du temps avec des filles noires, ça a été caché tout ça. Et c'est pour ça que Claude a aimé autant les Claudettes noires et qu'il en avait beaucoup autour de lui. Parce que le vrai Claude François est l'opposé de l'image que vous en avez fait. Et c'est peut-être pour ça que sa mort s'en trouve également un peu faussée. Parce qu'à partir du moment où vous censurez une photo de sa jeunesse, alors vous pouvez tout censurer, y compris sa mort. Et c'est bien ce qui a été fait. Quand je dis bien, c'est pas bien ce qui a été fait, mais quand on dit en français c'est bien ce qui a été fait, cela se traduit, pour que vous puissiez comprendre, si vous êtes américain et que vous écoutez cette émission, cela se traduit par c'est ce qu'ils ont voulu faire. Vous voyez que la langue française est difficile à traduire. Tara, une belle égyptienne à la peau bien noire, sensuelle, chaude, belle, grande. C'est une grande fille. On voit qu'elle est beaucoup plus grande que Claude. Regardez bien la photo, je vous la remontre. Vous voyez, elle dépasse Claude. Elle le dépasse d'une demi-tête. Hein. Une belle fille, grande. On voit qu'elle est beaucoup plus grande que la sœur de Claude François. Regardez bien la sœur de Claude François qui est au centre de la photo. Et on voit que Tara est même un peu plus grande que le premier amour de la sœur de Claude François, où c'est en voyage de noces qu'elle a appris l'expulsion de son frère. Je précise qu'elle n'était pas dans le bateau avec lui. Voilà une femme belle, grande, noire, qui tient par la taille Claude, avec beaucoup d'amour et de chaleur. Oui, le vrai Claude François était un homme qui s'intéressait plutôt à la fille à la peau noire, avec des cheveux crépus. C'est ça la vraie histoire de Claude. C'est pas la blonde aux yeux bleus. Tout ça, c'est de l'imagerie populaire. Tout ça, c'est ce qui vous a été dit. Parce que si on avait dit que Claude aimait les noirs et qu'il passait du temps dans le lit de certaines noires, alors on aurait dit, bon, c'est bon, il n'est pas raciste. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de racisme. Et Claude n'aurait pas pu être populaire. Il n'aurait peut-être même pas réussi, dans le cœur de ces années 65, à être populaire. Si on avait su de telles informations, il aurait sans doute jamais réussi. À l'époque, cette photo sera remontée, la personne noire sera coupée et Claude sera raccroché sur un plan où il va même tenir par la taille sa propre sœur. Ils vont aller jusqu'à censurer la photo pour que Claude tienne par la taille sa propre sœur, détruisant à tout jamais de l'histoire la très belle fille noire à la peau noire, Tara. Et ça devait être dit, parce que comme ça on comprendra mieux la mort de Claude François. Quand ils sont capables de censurer ça, alors ils sont capables de tout vous avoir caché sur sa mort. Et ils ne se sont pas gênés de le faire, si vous voyez ce que je veux dire. On va voir un petit peu l'appartement de Claude. L'émission est déjà un petit peu longue, mais on va prendre son temps. On va voir dans cet appartement de Claude, là vous avez vu Tara, je vous la remontre une dernière fois, regardez bien. Voilà, dommage, c'est une fille tellement noire qu'on la voit plus sur la photo. C'est le problème à cette époque-là, les photos noir et blanc. Eh bien, une photo noir et blanc, une personne noire devient presque invisible. C'est le problème des photos. Nous allons parler maintenant d'une amie de Kathleen. Le 11 mars 1978, Claude François est dans son appartement. Kathleen devait s'absenter de l'appartement, elle devait rejoindre une amie. Et puis cette amie devait venir à l'appartement pour rencontrer Claude François parce que c'était son rêve, elle voulait rencontrer Claude. Et Kathleen avait une vie qui était bien à elle, bien remplie. Dans cette vie, tout était compliqué. Claude avait proposé à Kathleen de prendre des vacances avec lui. Il prenait presque jamais de vacances, mais il voulait prendre quelques jours seul avec elle. Et c'est Kathleen qui lui dira que ce n'était pas possible, parce que Kathleen travaille pour une agence de Paris de mannequinat, qui est d'ailleurs reliée à l'agence de Rome où elle a commencé sa carrière, en Europe. Et cette agence de mannequinat a des horaires photographiques très précis, et elle gagne sa vie comme ça. Malgré tout, elle ne vit pas au crochet de Claude François, elle gagnait sa vie, et elle avait de l'argent. Et elle avait expliqué à Claude qu'elle ne pouvait pas prendre même 8 jours de vacances avec lui, parce qu'elle avait des contrats très précis et devait les honorer. Mais une fan de Claude François révélera que Claude avait fait entrer un jour une fille comme ça, une fille qui était au bas de sa porte, assise par terre, comme il y en avait tant. Et ce jour-là, il se confie à elle. Eh bien, il confie un personnage assez sombre de Kathleen,
que Kathleen profite de lui, qu'elle rêve d'avoir un appartement, et donc là, il parle d'une autre Kathleen, hein, une Kathleen quand même qui est tout à fait l'opposé de ce qu'on s'imagine. Il expliquera à cette fan à l'époque, qui s'était confiée elle-même, donc une information sûre, que Kathleen voulait se faire payer un appartement parce que Sophia avait eu son appartement payé par Claude François et qu'il avait expliqué à Kathleen qu'il ne pouvait pas lui offrir l'appartement et qu'il en serait d'ailleurs heureux parce qu'il était très généreux. Il avait logé dans cet appartement la capitaine des Claudettes et si je ne me trompe pas, c'était Peggy qui était logée dans cet appartement. Si je ne me trompe pas, ça n'a jamais été révélé, mais je crois que c'était l'ancienne Claudette Peggy. Elles vivaient toutes les deux ou se fréquentaient du moins. Peut-être pas vivre vraiment au sens de vivre, mais se fréquenter. Du moins, se fréquenter. Donc, Dalibor, tu as dû bien connaître Peggy, si je ne me trompe pas. Si ma mémoire est bonne dans ce sens. N'en disons pas plus ici. Mais en tous les cas, sans trop cacher le passé de Claude François, qui de toute façon n'est pas très, c'est pas une grande énigme non plus, on doit le dire. Mais un jour on en parlera en profondeur, mais pas aujourd'hui, c'est pas l'objet de cette émission. On va pas aller dans tous les sens. En tous les cas, on a deux portraits de Kathleen. Une où elle n'est pas du tout intéressée, se confie elle-même, donc c'est quand même valable. Et une autre, tout le contraire, où c'était une fille qui rêvait d'avoir un appartement. Et d'ailleurs, elle le rêvait tellement que c'est vrai, on va pas faire de diffamation contre elle, mais le jour de la mort de Claude, elle refuse de l'invitation de Marie-Josée à venir la rejoindre au moulin. Viens au moulin, ne reste pas là. Elle refuse et préfère rester dans l'appartement où Claude François est mort. On ne sait pas pourquoi, elle a voulu rester dans cet appartement où il était mort, alors qu'on lui proposait d'aller dans un beau moulin. Elle dira une version à cette époque-là, qui a été perdue dans l'histoire, qu'elle voulait rester avec l'esprit de Claude, qui était sous une forme spirituelle sans doute encore présent avec elle dans l'appartement. Une version qui est pas mal et qui est tout à fait possible par rapport aux croyances que chacun peut avoir en la vie et la mort. Nous allons voir maintenant le docteur Elbaz. Ici, nous sommes dans le cabinet médical du docteur Elbaz. Nous voyons mon coco, regardez bien mon coco. C'est Claude François Junior et juste sur ses genoux, oui, il est sur ses genoux parce qu'il était un peu plus petit, alors il était sur ses genoux. C'est Jean-Marc, que vous connaissez sous le nom de Marc. Claude, c'est une photo très rare que vous ne connaissez pas et justement on regrette que dans les collections officielles de Fabien Lecoeuvre ou de Claude François Junior, on ne trouve pas ce genre de photos. C'est assez choquant que ça soit moi qui sois obligé de les montrer ou Nanti Clo-Clo, une chaîne sur YouTube qui montre aussi beaucoup d'inédits ou même parfois les Claudettes. On est choqué de voir qu'on a plus d'informations que parfois même le fils de Claude François, c'est choquant. C'est choquant parce qu'on pourrait quand même demander à Fabien Lecoeuvre de publier ça. Donc c'est le docteur Elbaz, regardez bien sur la gauche avec sa blouse blanche, et nous voyons Claude qui lui fait face. Suite à un attentat qu'il avait eu, une bombe avait explosé. Alors on va préciser quelques détails. La bombe qui avait explosé en Angleterre, et ça n'a jamais été dit, visait directement Claude François. Alors je vais reprendre ma caméra et je vous explique. En 1975, Claude a un attentat, une bombe le vise directement et ça a été caché. La bombe avait été mise à l'hôtel où il se rendait, où il devait séjourner quelques heures, avait été placée sous sa table où il devait déjeuner, si je ne me trompe pas. Donc le repas de midi, si je ne me trompe pas, parce que l'attentat a eu lieu en après-midi. Bref, il devait déjeuner. Donc il devait prendre son déjeuner, il devait manger là, et comme Claude était en retard, ça a été finalement très favorable parce qu'il était en retard et la bombe a explosé avant qu'il arrive. Parfois d'avoir du retard, ça a du bon. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'après Claude a toujours eu du retard. Peut-être qu'il a toujours eu peur que quelqu'un place une bombe et il s'est dit si j'arrive en retard, la bombe elle explosera avant que j'arrive. Et c'était bien là son idée d'être toujours en retard. En tous les cas, en 1975, Claude arrive en retard. Il s'avance vers une table où il devait déjeuner. Une femme lui sourit, s'approche près de lui, contente de le voir, et voulait lui demander un autographe. Soudain, cette femme explose en plusieurs morceaux devant lui. Elle vient d'intercepter la bombe sous sa table, et elle explose en plusieurs morceaux. Sa vie est miraculeusement sauvée
Mais l'attentat était dirigé contre Claude-François et ça a été caché. Et les Anglais ont même caché la vérité, je parle de la police anglaise, essayant de nous faire croire toute une autre histoire, qu'il s'agissait d'un attentat terroriste professionnel sur des revendications politiques anglaises. Tout ça est faux, la bombe était sous la table où devait déjeuner Claude-François, et c'est lui qui était visé, et c'est lui qui devait mourir, et n'est pas mort en 1975, et ça aussi, ça devait être dit, car Fabien Lecoeuvre ne l'a jamais expliqué, même pas son fils. Révisez vos cahiers scolaires, parce que là, c'est bon à savoir tout de même. On a découvert le docteur Elbaz, comme ça vous voyez un petit peu le cabinet médical, vous avez vu, je vous remonte la photo. Oui, Claude rencontrait beaucoup le docteur Elbaz, qui était aussi un vétérinaire, ça a été caché, il s'occupait aussi des animaux. Et Claude était venu pour ses oreilles, mais aussi pour d'autres choses. Il avait beaucoup de médicaments, Claude. On en parlera un jour de toute la liste des médicaments de ces plusieurs médecins. Il prenait beaucoup de choses, trop de choses, et un peu trop d'ailleurs. Il avait trop de médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des médicaments pour la voix à base de cortisone tout de même. C'est quand même assez grave. La cortisone doit être employée très rarement. Et puis beaucoup de choses ont été cachées sur Claude. Claude avait un ulcère à l'estomac et ce qui a été caché, on doit le dire, c'est que le père de Claude-François, Aimé François, est mort d'un ulcère à l'estomac qui s'est aggravé en cancer généralisé. Ça a été caché, y compris de la sœur de Claude-François, qui n'a pas révélé ce petit détail quand même qui est intéressant, que le père de Claude-François est mort d'un ulcère de l'estomac aggravé sur un cancer généralisé, lié à l'ulcère, et Claude est anxieux, parce qu'il a un malaise en 1977, il est frappé d'un ulcère qui pourrait devenir un cancer généralisé s'il ne prend pas garde. Donc il avait quand même un peu l'angoisse. Mais on sait que les ulcères se généralisent pas toujours. Claude expliquera toute une histoire un peu à dormir debout, on doit le pardonner, mais il expliquera que son père s'est laissé mourir de faim par sa faute, il expliquera que c'est par sa faute que son père est mort, qu'il s'est laissé mourir de faim. C'est pas si vrai, c'est pas la vraie histoire. Même lui a changé un peu le cours des choses, et on doit le dire, il lui arrivait parfois de modifier lui-même l'histoire. D'ailleurs, on lui avait appris à faire ça dans la presse, puisque dans la presse, à chaque fois qu'une information arrivait sur Claude-François, on lui disait ça serait peut-être mieux de dire que ça s'est passé comme ça et pas comme ça. D'où justement l'attachée de presse de Claude-François, Marie-Thérèse, qui en sait long sur la vie de Claude-François et qui peut passer du coq à l'âne ou de l'âne au coq pour vous faire rire. Vous allez rire jaune d'ailleurs. Oui, c'est important de comprendre que dans la vie de Claude, ce qui a été caché, c'est que son père était mort donc de cet ulcère à l'estomac, généralisé en cancer, ça a été caché, que Claude craignait qu'il ait exactement la même mort que son père. Et en fait, si son père n'a plus mangé, ça n'a rien à voir avec Claude-François, c'est que l'ulcère qu'il avait l'empêchait de manger. Et en fait, il ne pouvait plus se nourrir à la fin, car son cancer s'était généralisé. Ainsi, ce que Claude vous a dit, que son père a refusé de manger par sa faute, ce n'est pas la vraie histoire non plus. La terrasse de Claude-François, voici la toute petite terrasse, la minuscule terrasse. Il appelait ça, lui, la toute petite terrasse, et c'est pas vraiment une terrasse. Regardez bien, c'est même un couloir de terrasse. Regardez bien cette photo. Nous sommes dans le couloir de terrasse, puisque la vraie terrasse est au-dessus. C'est vrai que c'est une terrasse qui est parfois ensoleillée, et quand elle est ensoleillée, et qu'il y a un faible soleil, regardez comme elle est bien illuminée. Et oui, et le jour de la mort de Claude-François, ce soleil n'existait pas à aucun endroit de l'immeuble. Le ciel était tout blanc, il n'était pas bleu, il n'y avait pas de nuages. Et on peut voir sur l'immeuble de Claude-François, on a des photos à 15h, 16h et même des documents de journalistes. On peut voir qu'il n'y avait pas un seul rayon de soleil, parce que quand il y a du soleil, vous voyez, tout est illuminé à Paris. Regardez les autres maisons à côté quand il y a du soleil. Regardez bien le haut des autres maisons, elles sont complètement illuminées, elles sont même entrecoupées, ça fait même des formes triangulaires.
Et oui, parce que le soleil donne des formes, parce qu'il y a des fois des parties d'ombre ou de soleil, et on voit une photo récente de l'appartement de Claude François que quand il y a du soleil tout de même, ça se voit. Et oui, et là, on peut vous dire qu'il n'y avait pas du tout de soleil le jour de la mort de Claude François, et c'était important de le dire, on a des documents historiques pour même le prouver. Vous êtes dans le petit couloir, nous voyons une baie vitrée. Évidemment, l'appartement de Claude a beaucoup changé, c'est plus du tout le même. Mais je vous montre quand même ce qui est important, le couloir. Puis je vous montre une deuxième photographie, restez avec moi. Et regardez, parce que je vais vous passionner, j'espère. Nous voyons l'appartement de Claude de l'intérieur. Attention, l'appartement que vous voyez ne ressemble plus du tout au véritable appartement de Claude François. Je vous invite vraiment à voir les autres émissions où j'ai publié des photos de Claude à l'intérieur de chez lui. On sait que son vrai appartement n'a pas changé en 16 ans entre le moment où il l'a occupé et le moment où il est mort, entre guillemets. Et là, vous voyez que ça a quand même beaucoup changé. D'ailleurs, Claude était plutôt dans des tapisseries rouges, dans des meubles foncés, dans des peintures bleues, noires. Et là, vous voyez, on est vraiment dans du blanc, blanc, blanc. Et Claude n'aimait pas ce genre de décor très, très, très blanc, hormis au moulin, où il a accepté que l'escalier soit sur les murs repeints en blanc, bien qu'il y avait des murs au moulin qui étaient des murs faisant partie de la pierre historique, et ça, il ne voulait pas qu'on y touche. Mais vous voyez, l'appartement de Claude a beaucoup changé. Moi, je ne le reconnais même plus, tellement que ça a changé, mais on peut distinguer un petit peu cette mini-terrasse qui monte sur la grande terrasse. Donc, sur la mini-terrasse, c'est-à-dire qui est plutôt un couloir, Claude ne prenait pas son petit déjeuner. Jamais, ça l'intéressait même pas, il n'y avait pas de soleil, et il allait toujours sur la grande terrasse ensoleillée quand il y en avait, bien sûr. Voici cette terrasse vue maintenant au niveau des escaliers. Alors pourquoi je vous montre cette photo? Je vais même vous montrer une photo de Claude à côté. Et je vais donc vous faire un commentaire. Pourquoi je vous montre eh bien Claude sur la photo, regardez bien la photo de droite, c'est Claude, sur les escaliers, ces escaliers, vous voyez que la rampe a changé, c'était une rampe non sécurisée, qui n'était pas à la conformité de sécurité de Paris, ils ont dû donc refaire la rampe et mettre une rampe métallisée complètement, donc aujourd'hui elle est complètement métallisée cette rampe, ce qui empêche évidemment une chute de l'immeuble. On doit savoir, et je vais vous dire beaucoup d'informations sur l'immeuble, mais avant, regardez bien la photo de gauche, voilà, deux ravissantes filles qu'on croirait les filles de Claude François Junior, hein, tellement qu'elles sont ravissantes. On le voit qu'elles se tiennent en bas des escaliers, il y a des pots de plantes un peu partout. En réalité, dans l'appartement de Claude, les escaliers, il n'y avait pratiquement jamais de plantes. Pas ces escaliers-là, il mettait des plantes, surtout sur sa terrasse, et il mettait des jardinières qui l'arrosaient. Et vous voyez que sur la photo de droite, regardez bien Claude, il n'y a pas de pot de plantes posées sur les escaliers. Mais je pense que les jeunes filles ont peut-être mis ces plantes parce que c'est la légende. La légende que Claude mettait des plantes partout, c'est pas si vrai non plus, que ça se passait toujours comme ça. Et oui, c'est intéressant de voir la terrasse quand Claude, en 1967, se trouve dans cet appartement. Il se trouve donc sur l'escalier qui monte à la terrasse. C'est un escalier qui est assez petit, de quelques marches, et Marie-Thérèse, entre la cuisine et la terrasse, peut se déplacer en une petite minute. Elle n'a pas besoin de plus de une minute pour se déplacer sur cette terrasse. C'est pour ça que dans le récit de la mort de Claude, on est gêné par son récit qui a été publié dernièrement, il y a quelques années par Fabien Lecoeuvre, où elle a changé toute l'histoire et nous raconte une toute nouvelle version qui est intéressante mais qui contredit complètement son autre version, ses autres versions. Elle nous explique dans la collection, pardon, je vais mettre mon micro ici pour que ça soit mieux centré. Elle nous explique dans la collection officielle de Fabien Lecoeuvre et Clo-Clo Junior que Claude lui a ouvert au bout de 15 minutes. Donc c'est pas très clair. Est-ce qu'il est descendu lui ouvrir la porte? Il semble que ça soit ça, la vraie version. On sait que Claude s'est réveillé selon la police à 13h, selon Kathleen 13h10 et 13h30, dans deux témoignages différents, mais que là tout de même, dans cette version, il ouvre sa porte à 12h15 à Marie-Thérèse et qu'il était donc réveillé 45 minutes avant l'heure de police.
Ce sera quand même intéressant de savoir ce petit détail. Claude l'entraîne dans sa cuisine, où il avait donc des problèmes de grille-pain. Tout d'abord, qu'est-ce qui ne va pas? Marie-Thérèse nous explique dans cette cuisine que Claude lui explique: je vais vous préparer, Marie-Thérèse, un petit déjeuner. Il se vous voit, il propose de lui préparer son petit déjeuner. On doit préciser, elle dit un petit déjeuner. C'est ce qu'elle dit dans le document. Alors vous me direz, c'est important ce qu'elle dit. Oui, parce qu'elle s'est beaucoup contredit à travers l'histoire. Tout d'abord, c'est quoi un petit déjeuner? Beaucoup de gens l'ignorent, surtout si vous êtes américain, vous n'allez pas savoir. Le petit déjeuner, en langue française, veut dire le repas du matin, c'est-à-dire 9-10 heures du matin. Ça, c'est le petit déjeuner, Marie-Thérèse. Parlons français. Le déjeuner est un repas de midi, 14 heures maximum. Ça, c'est le déjeuner. Et le dîner, c'est le repas du soir. Alors, si vous êtes un jeune enfant, comme ça, vous faites la différence entre petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais dans le document de Fabien Lecoeuvre, elle nous apprend que Claude lui a dit verbalement, et je répète, je vais me mettre à la place de Claude pour répéter sa phrase: Marie-Thérèse, je vous prépare un petit déjeuner. Alors je dis à Marie-Thérèse, si tu regardes cette émission qui est une suite de la série consacrée à la mort de Claude, j'espère qu'une attachée de presse sait parler le français. Logiquement, puisque tu es arrivé à 12h15, Claude aurait dû te dire plutôt ceci: Marie-Thérèse, je vais vous préparer votre déjeuner. Et pas votre petit déjeuner. À moins, bien sûr, je le dis à Marie-Thérèse, que tu caches la vérité et que tu n'es pas arrivé à 12h15, mais plutôt à 10h30 du matin. Et dans ce cas-là, Marie-Thérèse se trouvait dans l'appartement de Claude-François 4h30 avant le certificat de décès, ce qui est beaucoup plus logique, encore qu'elle soit arrivée beaucoup plus tôt. Un petit déjeuner, on doit le préciser, c'est le déjeuner du matin, 9-10 heures, et on ne peut pas, dans la bouche de Claude-François, dire, lui qui connaissait si bien la langue française, qu'il aurait dit à Marie-Thérèse: je vous prépare votre petit déjeuner. J'imagine mal dire Claude ça à 12h15 du midi. C'est pas son style de parler comme ça. Claude parle bien français. Il sait ce que c'est qu'un petit déjeuner, Marie-Thérèse. C'est 9-10 heures, un déjeuner. C'est midi 14 heures, un dîner. C'est à partir de 18 heures pour les gens qui se couchent tôt et 20 heures pour les gens qui se couchent tard et qui regardent le journal télé qui était à 20 heures et qui dînaient devant leur télévision. Mais on est étonné que Marie-Thérèse nous explique que Claude lui dit verbalement: Marie-Thérèse, je vais vous préparer votre petit déjeuner. Comme si que Claude pensait qu'il était 10 heures du matin. Ou même plus tôt, 9 heures. Pour que les gens comprennent, Claude aussi prend des petits déjeuners très différents de ce qu'on nous explique ce jour-là. Je pourrais même dire que le seul jour où Claude-François est mort, c'est le seul jour où il a pris un déjeuner de midi, ou petit déjeuner, comme vous voulez, très différent des autres. C'est vrai qu'il était 12h15, et qu'il est logique que Claude finalement n'ait pas pris de petit déjeuner s'il est 12h15. Mais c'est pas ce qu'il dit à Marie-Thérèse, il dit qu'il prépare le petit déjeuner. Quand Claude se réveille, c'est vrai qu'il peut à tout moment choisir de prendre un petit déjeuner, pourquoi pas à 11h du matin, ça lui est déjà arrivé. Mais ce qui est important, c'est pas ce genre de petits détails, c'est surtout le repas qu'il prend quand il sort de son lit. Kathleen a caché beaucoup de choses. Elle a quand même un peu vécu avec Claude-François, suffisamment pour savoir certaines choses très secrètes de l'artiste. Claude ne sait pas faire la cuisine. Non. Sa sœur sait faire la cuisine. Choufa, sa mère, fait très bien la cuisine, mais pas Claude-François. Claude sait faire très peu de choses en cuisine, mais il sait faire très bien les œufs brouillés. Et Claude va adapter un petit déjeuner à l'anglaise qui va être régulier à partir de 1975. Il mange
tous les matins ses yeux brouillés. Son petit déjeuner commence par ses œufs brouillés. Quand il se lève et sort de son lit, il mange ses œufs brouillés. Le seul jour où il a changé son repas, c'est le jour où il est mort. Mais toutefois, on doit savoir que le seul jour où il change son repas, c'est surtout les témoignages qui sont venus à notre connaissance, où Marie-Thérèse nous explique que Claude a pris du caviar, un bol de caviar, lui pose le plateau avec le jus de carotte centrifugé et lui dit à Marie-Thérèse, allez sur la terrasse, je vais à la salle de bain me préparer et je vous rejoins. C'est le seul jour où on a étrangement une autre version du petit déjeuner de Claude François, parce qu'il ne mange jamais ça. Quand il sort de son lit, il fait immédiatement ses œufs brouillés. Et on aurait dû donc avoir dans le témoignage de son attaché de presse, Claude a ouvert sa gazinière, il a commencé à faire ses œufs brouillés. Alors, je ne vous parle pas d'une omelette, bien sûr. Et Kathleen, qui a vécu un peu avec Claude François, mais pas beaucoup, puisque Kathleen était surtout une femme qui avait été engagée avant tout pour redorer son blason parce qu'il avait eu des problèmes dans la presse. Il avait été dans l'obligation de la choisir près de lui pour lui donner une image d'un homme un peu casé. Il a eu de très graves problèmes. En 1976, un compte journaliste explique que Claude François se balade au bois de Boulogne pour se taper les personnes la nuit. Bon, choqué, surtout que ce journaliste prétendait qu'il s'intéressait plutôt aux garçons. Alors Claude, là, était vraiment choqué, il a été se battre avec le journaliste pour lui faire manger son journal. Ça a été pratiquement au tribunal, cette histoire. Il a eu de la chance que ça... Bon, le journaliste était quand même en tort, et il ne pouvait pas se défendre dans un tribunal de tels articles mensongers. Claude faisait à l'époque son jogging aux abords du bois de Boulogne. Le bois de Boulogne n'était pas du tout ce qu'on en dit aujourd'hui. Moi-même, j'ai connu le bois de Boulogne. Et oui, j'ai habité Paris de nombreuses années. Et j'ai été souvent au bois de Boulogne. Oh non, pas pour ce que vous pensez. Non, 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 non. C'est un lieu de sport, le bois de Boulogne. On voit des gens faire leur jogging là-bas. Et il y a plusieurs bois de Boulogne en un seul. Il y a la partie où on trouve les prostituées et il y a la partie pour les sportifs. Et les sportifs ont la possibilité de faire leur jogging au bois de Boulogne. Dès 1978, ça existait. Et ils avaient installé à l'époque, et ça vous ne le savez pas, parce que pour le savoir, il faut vraiment avoir visité le bois de Boulogne, ils avaient installé des tables en bois avec des grands bancs en bois qui étaient attachés pour pas que les gens les volent. Et les gens pouvaient s'arrêter avec leur voiture sur les aires de repos et faire un pique-nique au bois de Boulogne. C'était pas du tout ce qu'on en dit aujourd'hui. Le bois de Boulogne de 1978 est pas du tout le même. C'était un endroit pour les sportifs, un endroit pour le pique-nique avec les enfants. C'était pas tout ce qu'on en a fait aujourd'hui. Où on rencontre, c'est vrai, des filles qui sont parfois des hommes avec des perruques, etc. On rencontre des tas de choses au bois de Boulogne. Et donc Kathleen est arrivée dans sa vie au moment où il avait besoin de redorer son image de presse. Et pour ça, il va régulièrement commencer à publier dans la presse qu'il vit avec cette fille. Et le plus possible, elle apparaît dans la presse et même auprès de lui dans les diverses télévisions. Mais tout ça n'a qu'un objectif secret, éliminer toutes les rumeurs et surtout imprimer le plus souvent et le plus possible qu'il est avec Kathleen. On doit l'imprimer le plus possible, le plus souvent, pour que si jamais quelqu'un continue de faire la rumeur, il ait un témoin, Kathleen, qui puisse dire à la police « Moi je vis avec Claude François, il n'est pas du tout comme ça ». L'idée était surtout là de la part de Claude. Et ça devait être dit aussi. On voit donc, c'est vrai maintenant, la terrasse vue d'en haut. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Vous n'avez pas connu la terrasse de Claude François. Je vais revenir sur ma caméra. Non, vous n'avez pas connu cette terrasse. Personne d'entre vous n'a jamais été sur cette terrasse. Le 11 mars 1978, moi je connais la terrasse de Claude François. J'ai même eu la chance de la visiter. À cette époque-là en plus, vous n'allez pas le croire, mais c'est la vérité. Et la terrasse était très différente. Tout d'abord, qu'est-ce qui est différent ? Je vais vous en parler. Regardons ensemble la photo. Ce qui change par rapport à l'époque, c'est que Claude avait placé, regardez bien près des grillages, il avait placé des jardinières et il arrosait ces jardinières. Le grillage vert n'existait pas. Claude avait malgré tout fermé une partie en 1977 et cette partie était fermée, on ne pouvait pas voir de l'autre côté.
Ça, c'est en 1977. Mais c'est pas si vrai les années précédentes. On sait qu'à un moment donné, il y a eu un problème de copropriété et que visiblement la terrasse a été séparée en deux versions. Une des principales raisons, c'est que sur l'appartement de Claude-François, il y a ce qu'on appelle une immense échelle pour les pompiers, un endroit secret, un accès pour les pompiers, et les pompiers pouvaient directement avoir accès à sa terrasse sans passer par la cage des escaliers. C'était pas nécessaire. On pouvait, et c'est très important de le dire, on pouvait donc monter l'immeuble de Claude-François, mais uniquement pour les pompiers. Il y aura donc sur le côté de l'immeuble une passerelle pour les pompiers. Cette passerelle, donc, est-ce qu'elle existe toujours aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire, mais en tous les cas, elle existait à cette époque-là. Et on devait donc le dire aussi. Donc on a vu la terrasse, regardez bien en haut. Donc on voit un tout petit peu la différence. Vous voyez, l'endroit est quand même très beau. Bon, je pense que le grillage vert est vraiment affreux. Claude, évidemment, n'aurait jamais accepté que cette terrasse soit comme ça, avec cet affreux grillage vert. Claude était perfectionniste et avait caché pour justement donner vraiment l'illusion d'une vraie terrasse égyptienne. Voici la deuxième partie de la terrasse, et je continue de vous commenter. Cette deuxième partie nous montre qu'il y a un petit peu de soleil, regardez en haut de la terrasse, mais nous ne sommes pas le 11 mars 1978, c'est une photo qui a été prise de nombreuses années après, elle est même très récente, mais nous voyons que l'endroit est un peu à l'abandon. Personnellement, je suis déçu parce que j'ai connu la terrasse de Claude, elle n'était pas du tout comme ça, là c'est affreux, c'est dégueulasse à voir. Évidemment, si Claude n'était pas mort, eh bien, il ferait sans doute ma remarque. Pas d'autre possibilité que de faire une remarque que c'est affreusement dégueulasse à voir. La terrasse de Claude était très belle, il entretenait beaucoup, c'était très propre aussi. C'était très propre, balayé tous les matins, arrosé tous les matins. Deux petits problèmes dans la version officielle de la mort de Claude. Marie-Thérèse nous parle que Claude s'est réveillé à une certaine heure, du moins dans son témoignage, midi 15, nous pouvons le savoir. Il a ouvert sa porte, donc il était réveillé. Elle a sonné 15 minutes à l'interphone, on peut penser donc qu'il dormait, qu'il a fini par se réveiller. Autre problème, c'est pourquoi Kathleen, si elle est dans l'appartement et que l'histoire est vraie, elle n'a pas répondu pendant les 15 minutes. Étonnant qu'une femme laisse sonner 15 minutes. Je veux dire que Kathleen était-elle dans l'appartement? C'est un affreux doute. L'histoire qu'elle est dans l'appartement, c'est un affreux doute, parce qu'elle va laisser sonner 15 minutes. Pourquoi elle n'a pas répondu au répondeur? Qui est là? Arrêtez de sonner, Claude dort. Étrange, si Kathleen est dans l'appartement, qu'elle laisse sonner 15 longues minutes. Bizarre cette version. Parce que Kathleen était réveillée, et bien avant Claude, puisqu'elle avait été chercher une amie ce matin-là. On est un peu étonné qu'elle a laissé sonner 15 minutes. Parce que dans le récit de Marie-Thérèse, et c'est ça qui nous intéresse par rapport à son récit de cuisine, eh bien Claude, elle est seule avec lui dans tout le récit. Le seul moment où apparaît Kathleen, elle n'apparaît qu'à un seul moment, c'est quand elle traîne sur le sol Claude-François, elle apparaît jamais avant dans le récit. On sera étonné que si Marie-Thérèse ait sonné 15 minutes, 15 longues minutes, Kathleen n'est pas venue ouvrir la porte. Kathleen n'est pas répondu elle-même. Pourquoi Claude a répondu 15 minutes après? Était-il seul dans l'appartement ce jour-là? Je répète ma question. Était-il seul dans l'appartement ce jour-là? Pour attendre 15 longues minutes pour répondre. Forcément, si Kathleen était avec lui comme elle le prétend, puisque Kathleen est un témoin, elle prétend qu'elle était dans l'appartement. Mais le premier témoin n'a jamais parlé de Kathleen. Il y a eu un premier témoin qui a téléphoné à Marie-Josée. Elle explique un autre accident. Claude s'est effondré dans une salle de bain suite à un malaise. Il n'y a pas de Kathleen dans l'appartement, selon le premier témoin. Il n'y a pas non plus de Marie-Thérèse.
Et dans le témoignage de Marie-Thérèse, elle explique à l'interphone, elle attend 15 minutes. Si Kathleen est dans l'appartement, pourquoi a-t-elle fait attendre Marie-Thérèse qui avait un rendez-vous ce jour-là avec Claude, puisqu'elle précisera, elle précisera cela de longues années, qu'elle avait un rendez-vous avec lui. On est étonné que Kathleen laisse sonner pendant 15 minutes, alors que ça peut réveiller Claude, et que ça, Claude n'aime pas qu'on le réveille. Non, Kathleen n'existe pas dans le récit de Marie-Thérèse. En réalité, elle n'existe pas. Kathleen apparaît que quand elle traîne le corps de Claude François, car on est étonné aussi dans son récit que Kathleen n'ait pas aidé Marie-Thérèse à porter son plateau pour que toutes les deux se déplacent sur la terrasse. Kathleen est là, elle ne l'aide pas. Elle aurait pu dire à Marie-Thérèse, je vais vous aider à porter le plateau, nous allons monter sur la terrasse, Claude va nous rejoindre. Non, 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 dans le récit, c'est pas ce qui s'est passé. Dans la nouvelle version, qui est très très claire, éditée par Fabien Lecoeuvre et Claude François Junior, elle nous apprend qu'elle a attendu 15 minutes et que la personne qui lui répond n'est pas Kathleen. C'est Claude François 15 minutes après. Étonnant, cette fille qui était soi-disant témoin de la mort de Claude François, je parle de Kathleen, qui finalement laisse sonner pendant 15 minutes sans répondre à l'interphone. Et finalement, elle apparaît qu'une seule fois dans le récit, c'est quand elle traîne sur le sol le corps de Claude François. Alors la question que je vous repose et que je pose à mon coco, es-tu sûr mon coco, moi qui t'aime tant, et cette émission va en 2 parties, je vous invite à revenir pour la seconde partie, la cuisine. Fin de cette première partie, revenez pour la prochaine émission. Donc c'est ma question pour mon coco, que j'aime tant, parce qu'il sait que je l'aime beaucoup. Alors mon coco, je te pose une question. Kathleen, selon la version officielle, était dans l'appartement avec Claude François. Pourquoi pendant 15 minutes, si elle était réellement dans cet appartement et que son histoire est vraie, elle n'a jamais répondu à l'interphone et n'a jamais ouvert cette porte?